Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Le risque, c'est un danger éventuel, plus ou moins prévisible, qui peut causer un dommage. Nous n'avons pas tous la même tolérance au risque. Certains en ont une aversion profonde, d'autres s'y exposent avec délice. Je suis Armelle Solélac, serial entrepreneuse, investisseuse et double tour du mondiste. Pour cette 6e saison, nous allons explorer les ressorts de la prise de risque avec des athlètes, des entrepreneurs, des investisseurs et des personnalités inspirantes. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre. Bonjour, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Alexandre Pelletier, Venture Partners pour plusieurs fonds, mais aussi pratiquant très assidu de ski de randonnée. Je peux en témoigner personnellement. Salut Alexandre. Salut Armelle, merci de me recevoir sur ton podcast. Bon Alexandre, est-ce qu'il y avait dans ton enfance des signes un peu précurseurs de ce qu'allait devenir ta vie ensuite ? Ça, c'est pas simple parce que j'ai fait courte. Moi, j'ai été élevé par un père français, ingénieur, assez carré, un peu averse au risque, et une mère canadienne, donc culture nord-américaine, qui m'a transmise aussi, plus dans éclate-toi, fais des trucs, fais un peu ce que tu veux. Peut-être le point commun finalement dans cette histoire, c'est que mon père avait une carrière très internationale et mes parents étaient un couple mixte international et on a beaucoup voyagé ensemble et je voyais mon père beaucoup voyager, je m'étais dit putain, je vais faire quelque chose j'ai envie d'avoir une empreinte internationale dans ce que je fais. C'est beaucoup moins le cas de ce que je fais aujourd'hui, de ce que j'ai fait par le passé, mais c'est peut-être le trait commun finalement, qui a guidé un peu ma carrière et puis ce goût d'essayer plein de trucs différents, de vivre ma vie professionnelle comme une aventure avec des choses que j'allais découvrir au fil du temps sans trop savoir ce qu'allait se passer. Bien. Alors, est-ce que tu peux expliquer, parce qu'on a beaucoup d'étudiants qui écoutent ce podcast, et d'ailleurs je les salue, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que le métier de Venture Partners ? Alors, à l'origine, j'étais associé au fonds de Cap Horn. J'ai rejoint Cap Horn en 2017, et donc j'étais GP, donc General Partner, donc associé dans la société de gestion et investisseur avec des collègues investisseurs, avec d'autres associés. Et depuis le rachat de Cap Horn par Anaxago, je suis devenu Venture Partner, et Venture Partner, ça recouvre deux choses. C'est-à-dire que maintenant je suis plus salarié de ces fonds, j'ai décidé de devenir indépendant parce que j'avais besoin de mon indépendance. Mais comme je suis quelqu'un de fidèle, je suis resté aussi accroché à Cap Horn parce que je suis les participations dans lesquelles j'ai investi et d'autres participations dans lesquelles mes collègues ont investi. Et donc, mon travail de venture partner, c'est deux choses. Un, c'est de sourcer parce que je continue à parler à plein d'entrepreneurs et de trouver potentiellement du deal flow qui peut être intéressant. Et l'autre chose, c'est de suivre des participations. Et donc, je le fais pour Cap Horn, je le fais aussi pour BPI France, Digital Venture, qui est une très belle équipe aussi. Et sur des participations où il y a des enjeux d'exit, il y a des enjeux de carve-out, il y a des enjeux avec des fondateurs, enfin des situations un peu compliquées. Et finalement, c'est ce que j'aime bien. Donc Venture Partner, ça peut couvrir du suivi et puis du sourcing. C'est pas comme un GP qui est associé à la société de gestion qui travaille exclusivement pour elle. Ça marche. Alors, comment t'as fait pour devenir Venture Partner ? Comment j'ai fait ? Alors c'est marrant parce que peut-être rien ne m'y prédisposait. La plupart des gens dans le capital risque sont plus jeunes que moi. J'ai bientôt 49 ans et généralement commencent leur carrière dans Transaction Services, dans le M&A ou directement dans le capital risque. Et donc là, il est sorti d'un stage, sorti d'école. Et moi, en fait, j'ai eu une carrière opérationnelle pendant 17 ans, je pense, avant de me retrouver dans le capital risque. Et je me suis retrouvé à 40 ans et tout le monde me disait « Mais comment t'as fait pour te retrouver là ?» Finalement, c'était peut-être l'intelligence, la clairvoyance de Guillaume Dupont, le patron de Cap Horn, le fondateur de Cap Horn, qui avait besoin de s'entourer de gens qui avaient une expérience internationale, une expérience de management et qui connaissaient réellement la tech, qui savaient comment ça marchait. Quand tu investis notamment dans des boîtes enterprise software, donc du software pour les entreprises, puisque moi j'arrivais de Microsoft et on était en plein là-dedans. Donc c'est pas un parcours très standard. Je connais peu de gens, sinon pas, qui ont eu ce parcours-là. Donc c'est souvent on passe par soit effectivement on part directement du stage, du début de carrière en VC, en M&A, en transaction, ou alors un autre chemin qui me paraît même plus logique, c'est l'entrepreneur qui devient VC. Il y a plein de chemins en fait, et ma carrière c'est à l'image de tout ça. Tous les chemins mènent à Rome ou ailleurs. Il faut essayer plein de choses, il faut suivre un peu ses intuitions, suivre ses envies. Moi, j'avais découvert le business de capital risque quand je travaillais pour le groupe Tata. C'était peut-être en 2014-2015 où je passais beaucoup de temps en Californie. On avait investi dans des fonds de capital risque là-bas et je faisais le suivi. Et je rencontrais plein de deep flow avec des investisseurs. Et je me disais, c'est hyper intéressant ce qu'ils font comme job. Et je connaissais pas le boulot, je connaissais pas trop le métier. J'ai découvert ça là-bas. Et je me disais, tiens, un jour, il faudrait que je fasse ça. Et puis j'ai mis ça dans un coin de ma tête en me disant, tiens, un jour, je bifurquerai, je me lancerai là-dedans. Peut-être que je monterai un fonds, j'en sais rien. Puis finalement, j'ai eu l'opportunité de sauter dans le bateau de Cap Horn et
Et c'est peut-être un des meilleurs choix que j'ai fait. En tout cas, j'ai suivi mon intuition et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans ce métier. Est-ce que tu as des anecdotes un peu folles sur les grandes étapes de ta carrière ou même sur ton métier aujourd'hui? Ouais, j'ai fait plein de trucs. Donc moi, j'ai fait mes études au Canada, dans une université anglophone à Montréal. J'ai commencé à travailler dans les télécoms, mais directement, je pense que j'ai été recruté sur le campus et j'ai commencé à bosser le lendemain de mon dernier examen, donc j'étais même pas encore diplômé. Ce qui était une connerie parce que j'aurais dû partir un an faire le tour du monde, mais ça, c'est plus facile à voir après. Mais j'avais un tel désir d'indépendance et j'étais content de trouver du boulot et tout ça que j'avais foncé. Et j'ai été muté en France parce que double nationalité, il y avait ouverture du marché des télécoms en France et donc il fallait ouvrir un bureau. Et puis après, j'ai très rapidement rejoint une aventure entrepreneuriale avec une start-up, avec des copains de ma boîte au Canada qui avait monté une start-up au Canada. Et moi, j'avais monté la filiale IMIA dans laquelle j'avais mis des lits. Ça, c'était dans les années, fin des années 90, début 2000. Et évidemment, ça a planté parce qu'il y a eu la grande crise de 2000. Et donc, je me suis retrouvé sur le carreau. Donc, les gens que j'avais recrutés, j'aurais retrouvé du boulot avant de fermer la boîte. Et puis je me suis retrouvé sans le sou, avec rien du tout. J'étais complètement, enfin bref, je devais de l'argent à mon coloc. Et tout. j'étais complètement, j'avais plus une thune. Et je savais pas trop ce que j'allais faire après, mais j'ai fermé la boîte, donc j'ai découvert ce que c'est qu'un tribunal de commerce et tout ça à l'époque. J'avais 25 ans, c'était pas très grave. Et après, il a fallu quand même que je retrouve une activité. Je suis allé faire du conseil en strat sur les conseils d'un copain qui était passé par ça. Le temps de me remplumer, puis d'apprendre plein de choses et rencontrer des gens géniaux. Et puis, je suis revenu dans les télécoms. J'ai fait un saut dans une start-up californienne pendant un peu plus d'1 an. Ce qui était une erreur, hein, parce que j'avais pas bien scopé le truc et je suis revenu chez Tata dans les télécoms. Avant finalement de les quitter, alors j'avais probablement le meilleur job et j'avais le job qui était probablement le plus convoité parce que j'étais le patron de l'innovation, de la stratégie d'innovation. Je passais ma vie en Californie, je voyageais énormément, j'avais des équipes partout dans le monde, c'était génial. Je travaillais pour le président, enfin c'était probablement le meilleur job que tu puisses avoir. Et puis j'ai pris le risque à ce moment-là de dire attends, les télécoms ça commence, on a perdu le contenu, on a perdu la relation avec le client, on commence à perdre l'infrastructure parce qu'on était un gros opérateur d'infrastructure et quand Google qui t'achetait un temps de la fibre noire commence à déployer ses propres câbles, tu te dis là ça commence à être compliqué. Et puis il y avait l'émergence du cloud sur lequel on travaillait. Et puis Microsoft me contacte pour faire atterrir les workflows d'Azure dans la zone IMIA. Opportunité de rencontrer une équipe, travailler avec une équipe experte sur les sujets et de découvrir ce monde, enfin cette boîte que je suis là depuis longtemps, qu'à mon âge d'ailleurs, Microsoft. Et je me suis dit bon go. Donc je vais travailler chez Microsoft, tout se passe très bien, j'adore la boîte, j'ai gardé plein de copains là-bas, un super réseau. Et c'est là que je me fais contacter par Capor pour faire du capital risque. Et donc, j'ai démissionné 2 jours après avoir été promu et reçu un paquet d'actions gratuites de Microsoft qu'on jamais vesté évidemment. Et donc ça, c'est très risqué. C'était un risque à prendre. Enfin, j'ai trouvé que ça valait le coup de le prendre. J'ai aucun regret. Alors, je peux avoir des regrets sur la valeur des actions qui n'ont pas vesté et que j'aurais eu parce que depuis Microsoft, a fait x4. Mais en fait, c'est que de l'argent, c'est pas grave. L'aventure humaine qu'apporte le fait de bosser avec des entrepreneurs, d'investir dans les entrepreneurs, de travailler avec eux tous les jours, c'est juste passionnant. Et donc, j'ai aucun regret. Et ouais, donc j'ai fait des choix un peu risqués. Il n'y a pas de carrière linéaire. La mienne, elle n'est pas planifiée. Elle est parfois opportuniste. J'ai beaucoup suivi mes intuitions. Des fois, mes intuitions étaient mauvaises. Des fois, j'ai pas bien réfléchi. Mais mon mantra, moi, c'est que j'ai jamais de regrets. En fait, j'assume tout ce que j'ai fait et je fais des trucs qui sont passionnants, intellectuellement riches. Je travaille avec des gens géniaux. Qu'est-ce que tu veux demander de plus? En fait, c'est ça le plus important. Comment tu définirais le risque? Le risque, alors c'est compliqué, mais pour moi, c'est le fait de, alors évidemment, c'est une espèce de mise en danger, mais c'est le fait de mettre les pieds quelque part où tu sais pas trop ce qui va se passer. Moi, j'adore ça, en fait, c'est de me dire, tiens, est-ce que je vais être performant? C'est vraiment le fait de mettre un peu les pieds dans l'inconnu. Et les risques que tu prends, en fait, c'est très particulier parce que il y a un risque, tu as 3 catégories de risques, t'as un risque d'opportunité. Je reste où je suis, je sais où je suis, je sais globalement comment je peux évoluer, et je perds cette opportunité en prenant un risque de changer. Il y a un risque sur l'argent. Tu prends un risque et les entrepreneurs prennent des risques assez. En effet, ils mettent tout leur pognon. Les gens qui rachètent des boîtes, tout ça, mais ils mettent leur propre argent. Enfin, ouais, ils risquent de tout perdre. C'est un risque qui est lié à l'argent. Donc, le risque d'opportunité est lié aussi un petit peu à l'argent. Mais quand tu te lances comme entrepreneur ou comme repreneur d'entreprise, je pense que c'est pour le coup beaucoup plus risqué. Et après, il faut mettre tout ça en perspective parce que finalement, c'est que de l'argent, des trajectoires de carrière, des choses comme ça. Puis après, tu as le vrai risque.
Moi, je me rappelle, j'avais eu la chance de faire un stage avec le PGHM de Chamonix en gestion de crise. Et là, les mecs t'expliquent leur métier. Et là, tu dis, ouais, eux, ils prennent des vrais risques parce qu'en fait, ils risquent leur vie. Et donc, il faut toujours relativiser les risques qu'on prend vis-à-vis d'autres risques que des gens prennent. Et donc, quand on pense à nos forces de l'ordre, à l'armée, aux militaires, il y a des gens qui vivent des situations beaucoup plus risquées. Et même si moi, je suis admiratif du risque que prennent les entrepreneurs, enfin, j'adore travailler avec les entrepreneurs parce que c'est des gens qui prennent des vrais risques. Finalement, il faut toujours les relativiser parce qu'il y a toujours beaucoup plus compliqué. Et donc, même les risques que j'ai pu prendre moi-même par rapport aux risques que prend un entrepreneur tous les jours, c'est pas la même chose. Tu disais que tu avais pris un certain nombre de risques d'opportunités, du coup. Pourquoi est-ce que tu les as pris? Qu'est-ce qui t'a poussé? Tu l'as dit un petit peu, l'intuition, mais des fois l'intuition, elle a pas été forcément, elle a pas forcément converti. Et qu'est-ce qui t'a poussé? En fait, quand j'y repense, avec le recul que j'ai maintenant, pour avoir bossé depuis 25 ans, j'ai toujours voulu sortir de ma zone de confort. En fait, j'aime pas le confort. Et je voulais essayer de nouvelles choses. Et je voulais sortir de ma zone de confort. Donc, il y a des jobs que j'ai quittés. Je devais aller au President's Club, machin, etc. Je faisais le job un peu en moonwalk, les yeux fermés. C'était un peu trop facile. Et je maîtrisais trop mon truc et j'ai envie de me retrouver dans un nouveau danger, dans quelque chose que je comprenais pas bien. Il fallait que j'apprenne tout. Il y a aussi le fait de se dire, tu sais quoi, la vie est courte. Moi, j'ai pas envie d'avoir un truc. J'aurais pas pu bosser toute ma vie dans une seule boîte, c'est impossible. Ou faire le même job, c'est impossible, j'arrive pas à concevoir, et donc j'ai envie d'essayer. En fait, une fois quelqu'un m'avait demandé, ça aurait été quoi pour toi la carrière idéale? Je dis, en vrai, on va bosser 45 ans, tu fais 45 métiers différents, ça c'est le truc idéal, parce que t'as envie d'essayer plein de choses. Je me dis, je suis trop curieux, et donc au bout d'un moment, quand il y a un truc que tu sais trop bien faire, tu te mets pas en danger, finalement c'est plus tellement risqué, tu sais ce qui va advenir, tu sais comment tu vas faire ton quarter, voilà, t'arrives, tes équipes plus légères, ça se passe bien. En fait, quand ça devient un peu trop facile, tu as envie d'essayer autre chose. Et donc, c'est là que tu sautes et tu sautes sur les opportunités, tu fais des choix, parfois un peu drastiques. Tu essaies de les réfléchir. Je pense qu'avec le temps, j'ai appris à mesurer un peu plus, à prendre plus le temps. Quand j'étais plus jeune, j'étais plus impulsif. Ce qui te pousse finalement, c'est envie de découvrir autre chose, quoi. Est-ce que tu as fait ce que tu estimes être des erreurs et plus important encore, qu'est-ce que tu en retiens? J'ai fait plein d'erreurs. Par laquelle commencer. J'ai fait des erreurs en plus à des moments qui étaient un peu stratégiques, c'est-à-dire que se lancer une start-up télécom quand tu étais au sommet de la bulle, alors qu'on arrivait encore à lever des fonds, tout ça allait, puis c'était quand même en 99, tu vois, donc c'était pas lever des fonds comme aujourd'hui. J'aurais peut-être anticipé un peu, quoi, le marché était complètement fou et j'ai pas du tout anticipé parce que j'étais trop jeune, j'avais pas d'expérience et pas de recul et donc j'avais jamais vu ce que c'était qu'une bulle. Bon, se lancer là-dedans, mettre tout le peu d'argent de l'économie que j'avais là-dedans, c'est pas forcément le truc le plus intelligent, mais en même temps, j'avais envie de vivre cette expérience et je la regrette pas. Clairement, j'aurais dû réfléchir un peu plus. Et ça, c'est des erreurs de jeunesse. J'ai fait une autre erreur. J'ai pris des risques dans des moments qui étaient quand même assez des sommets de bulles ou des moments de crack, finalement de crise. Je bossais pour cette start-up américaine. J'étais à Lyon à l'époque. Les copains qui avaient monté un cabinet de conseil dans les télécoms il y a plusieurs années, je devais les rejoindre. Ça faisait plusieurs années qu'ils me draguaient, etc. Puis ils disaient, attends, on va ouvrir un truc à New York. Rejoins-nous, et on était on était fin 2008. Et donc je quitte cette boîte américaine que j'avais rejoint aussi, qui était une erreur parce que j'avais pas fait assez de mon homework sur les équipes, sur le produit, etc. Donc finalement je m'étais emmerdé, j'avais passé 15 mois et ça avait pas été concluant. Et donc je me dis bon super, je vais monter ça, on va partir à New York. J'avais 2 enfants en bas âge, ma fille venait juste de naître et mon fils avait 3 ans. Et je me dis go, on y va. Donc je démissionne mon truc. Donc, fin 2008, tu vois, fallait pas démissionner typiquement d'un job parce que c'était quand même quand tu y repenses. Mais je m'étais dit écoute, advienne que pourra. On va quand même prendre le risque, on va y aller. Et donc, il fallait que je remonte à Paris, passer 6 mois avant de bouger à New York. On prend un appart qui nous plaît pas, mais on s'en fout, c'est pour 6 mois. Et résultat, je me rappelle, j'étais à Leroy Merlin en train d'acheter du scotch pour mes cartons, j'avais plus de scotch. J'ai un appel, et les mecs m'appellent et me disent, Alex, on est désolé, mais on n'a plus de visibilité, tous nos contrats sont arrêtés, on vire un tiers de la boîte, et last in, first out. J'ai dit, mais ils m'ont dit, t'as déjà démissionné? Je dis, bah oui, les mecs, j'ai signé avec vous, donc j'ai démissionné. Et là, je me dis, ah ouais, putain, quoi. Et bon, je suis resté zen, me disant, bon, alors, putain, celle-là, elle est pas mal. Je rappelle, j'ai dit ça à ma femme qui m'a pas cru. Elle m'a dit, tu te fous de ma gueule? Non, c'est pas une blague. Et donc, on venait de rendre la maison à Lyon, faire déménager à Paris, tout ça, machin. Elle avait pas de boulot, pas de chômage. Et moi, j'arrive à Paris, et j'apprends en plus. Donc là, j'arrive en février 2009. Les mecs me foutent à la porte au bout d'un jour, donc tu arrives, tu dis bonjour, machin, voilà ton pink slip et tu t'en vas. Et je vais pour la première fois de ma vie pour voir si j'ai droit au chômage. En fait, je réalise que parce que dans un changement de job antérieur, j'avais pas eu de continuité, j'avais démissionné au 15 décembre pour prendre un job au 5 janvier, donc j'avais pas de continuité complète et j'aurais dû m'inscrire à Pôle emploi quand j'avais un job. Bref, des trucs administratifs, du droit du travail. Mais ils me disent en fait t'as pas le droit au chômage.
Là, je dis, ah, putain, super. Donc là, j'ai un loyer, on est tous les deux sans taf. On est en 2009, il y avait la queue, je me rappelle, au Pôle emploi, c'était énorme parce que c'était vraiment la bonne crise. Et je me suis dit, merde. Et bon, je me suis dit, c'est pas grave. Je mets le coffre de toi, mets les skis. On va à la montagne avec les enfants. On va aller se vider la tête là-bas parce que il y a pas grand chose d'autre à faire finalement. Puis on va réfléchir. Et après, derrière, j'ai rebondi. Ça n'a pas été un sujet, tu vois. Mais je me suis dit, bon, situation où tu te dis, putain, mais est-ce que j'aurais dû accepter? Est-ce que j'aurais dû faire? Enfin, en fait, tu refais le film derrière, tu te dis, bon, en fait, oui, effectivement, t'es en pleine crise, tu démissionnes, tu prends un truc, le conseil, c'est le premier truc qui va être affecté. Bon, voilà. C'est la vie. Enfin, j'ai quitté la région lyonnaise en pleine saison de ski. Tu sais comme j'aime ça. C'est dur. Bon, je suis allé me ressourcer quand même en montagne et puis après la vie est repartie et je suis rentré. 3 semaines après, j'avais un job. Mais tu vois, il y a des moments où tu te dis, j'ai pris des décisions dans des moments qui étaient pas les plus faciles. Après, ça te rend plus résilient, plus résistant. Tu te dis, bon, j'ai connu pire. Je trouve ça très bold d'aller se faire une semaine de vacances au ski last minute alors que tu viens de perdre ton job. Dis donc, ta femme, elle devait être super amoureuse parce qu'il faut quand même avoir le cœur bien accroché. Hein. Ouais, mais enfin, on s'était dit, écoute, on va pas se morfondre. C'est le mois de février, région parisienne, le temps est dégueulasse, il y a de la neige, on va monter. Mais j'avais fait ça quand j'avais planté ma boîte. Je me rappelle, j'avais signé les trucs au tribunal de commerce, on avait fermé les trucs. J'avais pas un rond. Et là, c'était en 2001. Et je me dis, bon, faut que je cherche quand même du boulot. Et en fait, je me suis dit, on verra ça plus tard. Donc, j'avais pas un rond, je prends un crédit. Je sais plus comment, je fais un faux truc pour obtenir un crédit. Je suis parti un mois au Népal. Je me suis dit, bon, écoute, de toute façon, il faut te ressourcer. Et donc, je suis allé faire le tour de la Annapurna. J'ai fait un mois de trek au Népal. Ça m'a bien vidé la tête, ça m'a fait un bien fou. En fait, quand je suis un peu dans la merde, je vais en montagne. Et puis après, ça va mieux. Bon, du coup, je te demande pas ce que tu fais quand tu traverses des moments difficiles. Tu vas à la montagne, c'est aussi simple que ça. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, c'est finalement c'est le même conseil que je donne. C'est si t'arrive des choses dans la vie et qu'à un moment donné ça va pas, il faut savoir à quoi tu te raccroches. Il y a des gens qui se raccrochent à la mer, à une maison de campagne, à la famille, plein de choses. Moi, c'est la montagne. Et c'est très intuitif et finalement, sans y réfléchissant, je me dis à chaque fois qu'il m'arrive un truc un peu con, où je suis pas trop sûr de moi, je suis pas trop. En fait, il faut juste que j'aille marcher, skier, grimper, voilà, être dans cet élément qui me plaît pour me remettre la tête à l'endroit et prendre des bonnes décisions. À contrario, bon là tu nous as raconté des périodes vraiment olé, mais est-ce que tu as eu des grands accomplissements, des grandes satisfactions dont tu es particulièrement fier? Alors tu vois, au niveau professionnel, c'est pas évident parce que je me dis, le métier que je fais actuellement, le capital risque, tu mets 10 ans, 15 ans à savoir si t'as été bon. Donc les mecs ils disent ouais t'es un bon VC, t'es pas un bon VC. En fait tu sais pas. Enfin, le truc c'est quand t'as rendu vraiment du pognon à tes clients que tu peux dire que t'as été bon. Et donc c'est pas des c'est compliqué de dire si que tu as eu des accomplissements, tu vois. Je suis content quand il y a eu une boîte et c'est pas de mon fait en fait. Quand t'es VC, t'es quand même très passif dans tout ça. Il y a une boîte qui était pas loin de passer au tribunal et finalement le dirigeant lui a pris des risques incroyables, s'est remis en selle, a vendu sa boîte 1 an plus tard. On a fait une performance en plus, on a fait quasiment un 2x alors que le truc je pensais que c'était mort. Et c'est complètement imputable à lui. Moi j'ai regardé les trucs et j'étais juste admirable. Enfin j'ai vraiment d'admiration sur ce travail qu'il avait fait, sa résilience, mais c'est un succès, je suis content pour nos clients, je suis content pour mes associés, mais bon, en soi, j'y suis pour rien. C'est peut-être parce que je lui ai lâché un peu la grappe, d'ailleurs, qu'il a pu... faut pas se raconter d'histoires. Quand t'es ici, t'es très passif par rapport à tout ça. Et finalement, professionnellement, quand je regarde le truc, je me dis, j'ai fait plein de trucs hyper intéressants, il n'y a pas eu de succès hyper marquant. Enfin, ici, il y a un truc, c'est je me dis, finalement, quand je regarde 25, 27 ans en arrière, je me dis, tous les gens avec qui j'ai bossé, c'est des gens bien. C'est des gens avec qui j'ai eu des super relations. Finalement, si tu as réussi ta vie professionnelle, c'est est-ce que les gens qui ont bossé pour toi, pour qui tu as bossé, qui ont bossé à côté de toi, est-ce qu'ils gardent une bonne image de toi? Est-ce que toi, tu as été content de les rencontrer, de travailler avec eux? Est-ce que tu as plaisir à les revoir encore? Et c'est le cas, j'en ai plein comme ça. Et je me dis ça, c'est peut-être le truc le plus important que je vais retenir. Et j'ai pas fini ma carrière, hein, j'ai encore 20 ans à bosser, mais je me dis ouais, c'est probablement le truc le plus marquant. Et après, il y a un accomplissement dont j'étais fier. Et là, ça n'a rien à voir avec le boulot. Mais c'est parce que c'était vraiment, vraiment dur. J'ai joué longtemps, pendant 5 ans au rugby, et quand j'ai arrêté le rugby, je me suis fait enlever les ménisques de mes genoux parce qu'ils étaient tout flingués. Donc on me disait, faut rien faire, machin, tout ça. Et j'ai des copains qui font de la course à pied, du trail, qui me disent, viens, on fait la Saint-Élion. Moi, j'avais fait que des jogging pour me garder à peu près en forme pour le rugby. Mais bon, moi, je jouais devant avec les gros, et les pas physiques de trailer, quoi. Et j'ai dit chiche. Donc voilà, on va faire une course de 75 km de nuit en pleine pour les premières courses. Hein, j'ai jamais fait de course, machin, etc. Donc je m'entraîne un peu. Et donc je fais la Saint-Aignan. C'était en 2012 ou 2013.
avec eux. Et c'est une année, on est parti à 6000, il y a eu 2000 abandons, il n'y a jamais eu autant d'abandons. C'était hyper dur, il y avait de la neige, on avait jusqu'aux genoux, il fallait courir avec des chaînes parce qu'il y avait de la glace, et donc dans les descentes, tout le monde se vautrait, il y a eu je sais pas combien de blessés, enfin c'était l'horreur cette année-là, c'était vraiment dur, il faisait moins 10 degrés. Et je suis arrivé au bout. Alors, on n'avait pas fait un temps fantastique, je me mettais 11h30 pour faire 75 bandes, mais c'est un des rares moments de ma vie, je me dis, putain, je suis vraiment fier parce que c'était risqué de faire ce truc-là. Quand je suis arrivé au départ à Saint-Étienne, tout le monde faisait une tête de moins que moi et 30 kilos de moins. Et donc, j'étais vraiment pas fait pour ça, tu vois, pour ce sport-là. Et je me dis, tiens, je suis arrivé au bout de ce truc, alors que j'avais 1000 fois envie d'arrêter, que j'avais mal partout, que j'étais exténué, enfin, avec tous ces trucs-là. Je suis admiratif des trailers. Je trouve que c'est un très, très grand sport, c'est un très beau sport. Et j'adore les regarder faire. Mais j'ai eu un vrai moment de satisfaction en disant, tiens, là, je me suis vraiment trouvé dans des situations où j'ai voulu arrêter 150 fois et j'ai jamais arrêté. Et je me suis dit, je vais au bout parce que je levais de l'argent aussi pour le Centre Léon Bérard, pour le cancer, parce que j'avais une copine qui avait un cancer et je me disais, attends, c'est beaucoup plus dur pour elle, c'est beaucoup plus dur pour son mari, c'est beaucoup plus dur pour ses gosses, c'est beaucoup plus dur pour tous les gens qui sont traités pour le cancer. Et je me suis dit, bon, écoute, t'as pas le droit. Et j'étais fier d'arriver au bout avec un temps de merde, mais c'est pas grave. J'avais fait le truc et vraiment un sentiment d'accomplissement, c'est un truc dont je suis fier. Quel est le meilleur conseil que t'aies donné à quelqu'un? Je sais pas si c'est le meilleur parce qu'après faut voir s'ils l'ont pris, mais les conseils que je donne, enfin souvent, tu vois, dans le capitaliste, tu bosses souvent avec des gens plus jeunes et qui je m'entends bien. Et une fois que tu te dis, bah, c'est quoi, qu'est-ce que je devrais faire à ma carrière? Ce que je leur dis, c'est faites pas de trucs qui vous emmerdent en fait. Faites des trucs qui vous plaisent. La vie est trop courte pour s'ennuyer et se dire, ah, faut absolument que je suive des chemins. Faites pas de chemin tracé. Tracez pas de chemin. Vous allez perdre des opportunités, vous allez pas rester à l'affût. L'autre conseil que je donne, c'est prenez un max d'informations. Créez-vous de l'optionnalité. Et l'optionnalité, elle vient aussi en prenant vos informations, en parlant beaucoup. Et moi, typiquement, quand j'étais jeune, c'est quelque chose que je faisais probablement assez mal, que je fais beaucoup plus maintenant, parce que tu vois, dans mon rôle maintenant où je travaille pour plusieurs fonds, j'ai aussi des clients privés, etc. Je rencontre plein de gens, et donc ça me crée plein d'options, ça me permet de réfléchir à plein de choses. Prenez le temps de vous créer l'optionnalité, mais c'est ce que je dis même aux entrepreneurs quand je les accompagne au board. Ok, on a une voie qu'on a tracée, mais quelles sont les différentes options? Alors, regardons les différentes options, faisons la liste de Prévert, et soyons ce qu'on appelle, ça c'est un truc que j'avais appris dans le conseil, quand on faisait du conseil en strat, c'est FOIT-MISI, c'est Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive. Assurons-nous de regarder toutes les options, créons-nous de l'optionnalité pour pouvoir se dire, bah tiens, quelle route est-ce qu'on peut prendre? Donc on n'est pas dans une planification qui est linéaire, mais au moins on se crée des options en tout temps. Et toi, c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Il y avait ce truc de se créer de l'optionnalité, finalement, c'était la rigueur du conseil en strat où, en fait, quand tu crées des options stratégiques, il faut se creuser la tête. Et donc, j'ai toujours réfléchi à essayer de créer un maximum d'options. Je l'ai pas toujours appliqué parce que plus jeune, j'étais un peu trop impétueux, je prenais des décisions un peu trop rapides. Maintenant, je fais beaucoup plus. Je réfléchis comme ça, je fais des arbres de décision par rapport à plein de choses que je peux faire. Mon premier patron à Montréal m'avait dit ce qui est important, c'est pas seulement de manager tes équipes, c'est aussi de manager au-dessus. Et donc, quand t'es salarié, en fait, il me disait, manage ton boss, comme on dit en bon québécois. Et j'ai gardé cette idée parce qu'effectivement, c'est vrai, il faut gérer les attentes au-dessus, quoi. Il faut apprendre à gérer cette politique, manager son management. Et je pense que le conseil de dire, t'arrêtes pas, je crois que c'est la même personne, Michel, qui était mon premier patron. En fait, c'est prendre du plaisir. Prendre du plaisir dans ce que tu fais. J'ai vu trop de gens de ma génération souffrir dans leur boulot. Tu vois, il y a une quantité pas possible de burn-out et j'ai jamais voulu accepter ça. Et je pense qu'effectivement, il faut apprendre à prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Et si on prend pas de plaisir, faut se poser des questions et peut-être aller voir ailleurs. Et peut-être faire complètement autre chose. T'es VC, ton job, c'est quand même de regarder ce qui va se passer dans les 10 prochaines années à minima. Et comment toi, tu vois les choses pour les 10 prochaines années? Plusieurs choses. Si c'est pour moi, on pourrait y revenir après, mais déjà, ce que je me dis, c'est que on est dans un marché dans lequel, la technologie va prendre de plus en plus de place. C'est ce que je dis à mes enfants, c'est formez-vous et comprenez bien la techno, parce que la techno va prendre de plus en plus de place et ça va transformer tous les métiers. On le voit avec l'IA générative, mais il y aura d'autres trucs, et l'IA générative, on est qu'au début, toutes les applications qui vont aller avec. Il faut comprendre que le monde va être de plus en plus techno et que cette technologie va nous permettre d'être de plus en plus productif, et il faut la comprendre, et je crois qu'il faut bien comprendre les sciences qu'il y a derrière. Ça, je dis à tous les gamins, faites des maths parce que tout cela est mathématique et comprenez bien ce qui se passe. Ça veut dire pour les entrepreneurs d'imaginer ce que va être, imaginer le monde dans 10 ans, c'est des entreprises plus performantes, plus productives. Théoriquement, ça devrait libérer du temps pour faire d'autres choses.
C'est pour ça qu'on aime bien aussi regarder ce qui se passe. Enfin, tu vois, comment est-ce que les loisirs vont évoluer, il va y avoir des shifts d'usage et d'habitude. Il y a aussi l'impact climatique qui va être obligé de changer beaucoup de nos habitudes. Et je pense que moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est sur les 10 prochaines années, c'est un sujet qui va être de plus en plus prégnant. Donc, ça va, quand un sujet devient de plus en plus prégnant, il y a de plus en plus de problèmes et il y aura de plus en plus de problèmes qu'il faudra résoudre. Et les gens qui savent résoudre des problèmes, c'est les entrepreneurs. C'est pas l'État, surtout pas. C'est vraiment les entrepreneurs et c'est même les startups finalement qui vont être au début de tout ça. Donc comprenez bien ces enjeux, comprenez la science derrière tous les enjeux qui arrivent devant nous pour pouvoir créer des solutions à tous ces problèmes. Et puis moi dans tout ça, je sais pas en fait, parce que je suis en pleine phase d'exploration pour être parfaitement honnête. Je regarde plein de trucs, je m'intéresse à trop de trucs. Je suis en train de créer mes optionnalités. Donc est-ce que je vais continuer à être investisseur? Je pense que je serai toujours de près ou de loin. Et que je le fasse de façon professionnelle ou à titre perso, très modestement, j'adore ça, parce que j'adore être entrepreneur. Est-ce qu'un jour je vais monter une boîte? Je pense que non. Enfin, monter de zéro, parce que c'est un truc, c'est aussi le conseil que j'ai à des gens qui se disent, je vais être entrepreneur parce que c'est à la mode. Pour moi, tout le monde peut pas être entrepreneur. Moi, je suis admiratif des entrepreneurs, j'adore travailler à leur contact parce que ils font des trucs que je sais pas faire. Prendre une boîte de zéro, je sais pas faire. Aujourd'hui, je suis indépendant, je suis consultant, mais bon, j'ai que moi, c'est quand même assez facile. Mais monter un truc comme ça, clairement, je sais pas forcément le faire. Et donc, je suis très admiratif de tout ça. Et donc, faut se connaître. Est-ce que, par contre, reprendre une boîte, c'est une chose que je vais faire? Peut-être. Est-ce que m'associer à des gens pour monter un truc? Peut-être. Mais est-ce que tout seul, je vais monter une boîte et aller charbonner à quasiment 50 balais? Et en me connaissant maintenant bien, j'y crois pas 2 minutes, quoi. Et ça se trouve, dans 10 ans, je te dirais complètement. Je te dirais, en fait, Alex, tu disais n'importe quoi, tu l'as fait. Mais on commence à se connaître. Donc moi, les 10 prochaines années, aujourd'hui, c'est encore, il y a plein d'options. Et je suis en train de les explorer. J'ai la chance de le faire au contact d'entrepreneurs, en bossant avec des fonds qui sont géniaux, avec des super équipes. J'ai un peu la position rêvée parce que tu es dans ces phases d'exploration et de réflexion et de création d'options, finalement, qui est intellectuellement hyper riche. Et donc, je fais plein de trucs à côté. Tu vois, je suis dans le monde associatif, je suis à la Marine nationale aussi comme réserviste, je fais plein de trucs. Et ça m'ouvre les chakras. Et finalement, le conseil que je donne aux gens, c'est faites plein de trucs pour vous découvrir. Restez pas dans un... C'est le conseil qui est complètement inverse de celui que je donne aux startups, où je dis quand tu es une jeune startup, faut que tu restes dans ton couloir de nage et que tu apprennes à nager très vite dedans et que tu t'éparpilles pas. Et en fait, quand tu es en train d'essayer de réfléchir à ce que tu veux faire de la vie, tu réfléchis à monter une boîte, à aller travailler comme salarié quelque part, enfin, pense à plein de choses, fais plein de choses, regarde plein de trucs, mets les doigts dedans pour te créer des options, parce qu'en fait, tu t'es vite biaisé, enfin, t'as des biais cognitifs qui font que tu t'es vite coincé, tu t'enfermes facilement dans quelque chose. Alors Alexandre, qu'est-ce que tu sais avec une absolue certitude? Alors là, pour le coup, rien du tout. Le seul truc, le truc que je sais, il faut prendre du plaisir en tout ce qu'on fait. Il y a absolue certitude de choses. Il faut s'amuser, il faut que ce soit plaisant, il faut que les matins, quand on aille bosser, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit salarié, peu importe ce qu'on fait, qu'on soit même retraité, qu'on fasse de l'associatif, il faut prendre du plaisir. Le temps passe vite, les journées sont longues. En fait, quand on bosse, on passe plus de temps à bosser qu'avec son partenaire, avec ses enfants et tout ça. Il faut que ce soit un plaisir. Si c'est pas un plaisir, il faut quand même se poser des questions. Et tout le monde n'a pas ce choix. Alors évidemment, on est privilégié, on est diplômé, on peut faire, voilà. T'as des gens qui vont charbonner tous les jours et pour qui c'est vraiment dur et ils attendent qu'un truc, c'est le week-end, c'est leur soirée, c'est leurs vacances. Et ça, je le reconnais. Je veux dire, quand tu fais un job qui est vraiment chiant et t'as pas tellement le choix, il faut peut-être y trouver des petits plaisirs. Mais bon, c'est plus facile à dire dans ma position. Peut-être lancer nos auditeurs aussi. Il faut penser aux gens pour qui c'est le boulot, c'est juste une vraie galère. Ça, je l'entends parfaitement. Mais pour ceux qui ont la chance, comme nous, faut prendre du plaisir. L'autre truc que je sais aussi, c'est comme au rugby. Au rugby, quand tu es sur le terrain, si tu mets pas la tête, tu vas te faire marcher dessus et ça va faire très très mal. Et donc, il faut être gainé, il faut mettre la tête dans ce que tu fais. En fait, faut faire les choses à fond. Donc, même si tu es en des phases d'exploration, que tu regardes plein de trucs, fais-le à fond. Moi, je documente tout ce que je fais dans mes réflexions, etc. Je fais plein de recherches, j'ai des notes de partout. Donc, je fais les trucs à fond. Mon job de venture partner, je le fais à fond, comme si j'étais dans les fonds, même si je suis pas dedans, je suis à côté. C'est aussi une source de plaisir de faire les choses à fond. Si tu les fais à moitié, en fait, c'est pas grave. T'as pas souffert. Il y a des moments où c'est chiant, mais tu prends quand même du plaisir dans l'effort. Tu prends du plaisir dans l'effort. Qu'est-ce que tu nous recommanderais de lire, de regarder, d'écouter à fond et avec plaisir
Comme livre, docu, film, série. Il y a plein de trucs. Là, j'ai lu Le Ministère du Futur. C'est assez canon parce que j'ai trouvé que les perspectives que ça donnait, sur l'avenir de la planète, assez incroyable. J'aime bien ce côté un petit peu anticipation. Pour comprendre l'entreprise, j'ai lu plein de bouquins sur les entrepreneurs, plein de trucs, mais je pense que finalement le meilleur de tous, et c'est une recommandation qui je pense doit revenir tout le temps, c'est Ben Horowitz, Andreessen Horowitz, qui avait écrit ce bouquin The Hard Thing About Hard Things. C'est un petit pamphlet, ça se lit super vite, mais c'est là que tu dis ouais, putain, entrepreneur, c'est pas un truc que tu fais. Alors, tu peux le faire avec plaisir, mais clairement, il faut y mettre la tête, et c'est vraiment, vraiment dur. Et ceux qui réussissent, c'est vraiment, vraiment dur, quoi. Moi, j'en suis témoin quand j'accompagne des entrepreneurs. Tu te dis, il y a quand même des décisions, des moments, les mecs qui dorment pas la nuit parce qu'ils savent pas s'ils vont faire le payroll à la fin du mois. Il y a des décisions stratégiques que tu dois prendre, de faire complètement pivoter, changer la boîte. C'est très, très dur. Et je trouve que ce bouquin résume bien, le raconte très bien, c'est bien écrit. Et puis après, il y a, un bouquin qui était, j'aime l'aventure, j'ai voyagé, j'ai fait plein de trucs, j'ai traversé Canada en stop, j'ai traversé l'Europe de l'Est en stop. J'ai jamais passé mes vacances 2 fois au même endroit de toute ma vie. Cet endroit où j'ai le plus souvent, c'est les Alpes, mais je vais jamais même skier au même endroit. Un truc qui avait été fondateur, je dois avoir 21 ans quand j'ai lu ça, c'est le livre de John Krakauer sur l'histoire de Christopher McCandless, Into the Wild. Et j'ai lu ça, je faisais du tree planting, donc je replantais des arbres dans le nord de la Colombie-Britannique à la frontière avec l'Alaska, dans un truc où je vivais dans une tente, je travaillais 12 heures par jour à planter des arbres. Au lieu d'aller faire un stage chez McKinsey ou chez EY comme faisaient tous mes copains, je m'étais dit que comme vacances d'été, c'était plus intéressant, même si c'était un boulot au bûcheronnage assez violent. Et j'avais adoré ça parce que ça montrait quoi, il y avait d'autres chemins dans la vie, quoi. Et pour s'évader, je trouve que c'est génial. Et pour le coup, il y a une adaptation qui a été faite au cinéma, que je trouvais de grande qualité, au regard du bouquin. Avec la musique d'Eddie Vedder de Pearl Jam, qui est juste canon, qui a été écrite pour le film. C'est le bouquin que j'ai recommandé à mon fils, tu vois, quand il avait 13-14 ans, je lui ai dit ça, et maintenant il va voyager partout dans le monde, là. Allez, pour conclure cet entretien, est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée et que t'aurais aimé que je te pose? J'étais bien bavard, et est-ce qu'il me manquait un truc? Écoute, je vois pas. je vois pas. Je sais pas, il y a une question que t'as oublié de me poser? Non. Non, tu aurais pu me demander si je suis heureux, mais je pense que tu le vois. Alors, pour nos auditeurs qui ne te voient pas, oui, tu as l'air très heureux, en effet. Merci beaucoup, Alexandre Pelletier, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Voici les 5 points clés à retenir de cet épisode. Le premier, c'est les 3 types de risques. Et on a un risque d'opportunité, un risque financier et un risque physique. Le deuxième point, c'est que quand tu travailles en moonwalk, c'est le bon moment de prendre un risque. Le troisième point, c'est que quand vous traversez des moments difficiles et que vous avez besoin de vous ressourcer, eh bien, faites comme Alexandre, partez en montagne. Le quatrième point, la vie est trop courte. Ne tracez pas de chemin, prenez le temps de vous créer des options, entourez-vous de mentors, ne restez pas dans des situations où vous vous ennuyez, faites plein de choses et surtout, amusez-vous. Et enfin, les 2 punchlines de l'épisode, ce n'est que de l'argent, ce n'est pas grave. Et tous les chemins mènent à Rome ou ailleurs. Merci à tous d'avoir écouté Outdoor Minds. Cet épisode vous a plu? Je vous invite à le partager autour de vous et à me soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela m'aidera beaucoup pour faire connaître ce podcast et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez découvrir de nouvelles personnalités inspirantes? Alors je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très vite sur Outdoor Minds.